Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un mécanisme psychologique vraiment puissant, celui qui nous fait passer de la frustration sociale à la recherche d'un plaisir immédiat, d'une échappatoire. On va voir ça comme un guide pour mieux se comprendre, basé sur un témoignage vraiment éclairant qui montre comment on peut se perdre, mais surtout, comment on peut se retrouver. Voilà la question de départ. Pourquoi, quand on se sent rejeté, quand on a l'impression de ne pas avoir de valeur, notre premier réflexe, c'est souvent de chercher un truc rapide pour calmer la douleur, une sorte d'anesthésiant. La réponse se trouve dans une histoire personnelle, qui commence par une prise de conscience assez douloureuse. Cette phrase du témoignage, elle tape pile au cœur du problème. L'idée profondément ancrée que notre valeur ne vient pas de nous-mêmes, mais qu'elle dépend à 100% du regard des autres, de leur validation. Et c'est là que tout l'engrenage commence. Allez, on commence par le début. La blessure originelle. Tout ça, ça prend souvent racine à l'adolescence, vous savez, cette période un peu compliquée où on se construit à travers les autres. C'est dans cette quête d'approbation que la faille se crée. Pour comprendre ce qui se passe, il faut connaître ce concept, le désir mimétique. En gros, ça veut dire qu'on ne désire pas les choses par nous-mêmes, mais parce qu'on voit les autres les désirer. Au collège, par exemple, tout le monde valorise le statut social. Et à cet âge, qu'est-ce qui symbolise le statut? Souvent, le fait d'avoir une belle copine. Ce n'est pas forcément un désir personnel profond, c'est un désir qu'on a copié sur le groupe. Et quand on n'arrive pas à l'obtenir, la frustration s'installe. Et là, le conflit interne est évident. D'un côté, il y a la valeur perçue, celle qui dépend entièrement du succès auprès des autres. De l'autre, la valeur intrinsèque, celle qu'on a au fond de nous, mais qui est complètement mise de côté, ignorée. C'est ce décalage immense qui a créé chez l'auteur du texte un sentiment d'échec et une frustration terrible. Forcément, une telle blessure, une telle frustration, ça ne peut pas rester comme ça. Le cerveau cherche une solution. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième partie, l'échappatoire qui se referme comme un piège. Face à la douleur, on cherche une sortie de secours. Mais comme on va le voir, cette sortie mène droit à une prison. Arrive le lycée, et là, les frustrations s'empilent. Les notes qui baissent, ce sentiment d'être totalement invisible pour les filles, la vie devient pesante, un vrai fardeau. C'est à ce moment-là que la recherche d'un anesthésiant, d'un moyen de ne plus rien ressentir, devient la priorité absolue. Et c'est là qu'un cercle vicieux redoutable se met en place. La frustration sociale mène à la recherche de cet anesthésiant. Il est trouvé dans la gratification immédiate qu'offre la pornographie. Ça donne un soulagement, c'est vrai, mais un soulagement ultra court. Et le point le plus important, le plus vicieux, c'est le cinquième. Au lieu de régler le problème, ce cycle a en fait creusé encore plus le sentiment de dévalorisation. Et ça a duré près de 6 ans. Bon, après des années coincées là-dedans, il y a forcément un moment où on se réveille. C'est le début de la troisième étape, la lutte. L'auteur prend conscience que cette habitude est toxique et il décide d'arrêter. Mais attention, il va se battre contre le symptôme, sans encore comprendre la cause réelle. Et ça nous montre bien les limites de la volonté quand on ne s'attaque pas à la racine du mal. Le parcours est un vrai combat. On voit bien la persévérance. Après plein d'échecs, les périodes sans y toucher deviennent de plus en plus longues, jusqu'à tenir 1 an et demi. À ce moment-là, on pourrait se dire « ça y est, c'est gagné, la bataille est terminée ». Mais la question c'est, comment a-t-il fait pour tenir si longtemps? Eh bien la réponse est simple, la distraction. Une vie hyper remplie avec les études, le sport, les amis, ça a permis de mettre le problème de côté, sous le tapis. C'est une leçon hyper importante. Mettre un masque sur un problème, ce n'est pas le guérir. La blessure de départ était toujours là, juste endormie. Et c'est là que tout s'effondre. Un grand changement dans sa vie va provoquer une rechute brutale. Et c'est cette rechute qui va le forcer à aller voir beaucoup, beaucoup plus loin, à affronter la vraie cause du problème. Une fois le diplôme en poche, le bouclier de la vie étudiante disparaît. Les refus pour des boulots s'enchaînent, la vie sociale se dégrade, le château de cartes s'écroule. Et avec lui, le vieux sentiment de ne valoir rien refait surface, plus fort que jamais. Face à ce stress, le corps se souvient de son vieil anesthésiant, de son automatisme. Cette phrase est d'une clarté terrible. Elle décrit parfaitement la guerre qui se joue à l'intérieur. Le surmoi, c'est notre conscience, la petite voix qui nous dit ce qui est bien. Lui, il voulait arrêter. Mais le ça, qui représente nos pulsions les plus primaires, nos instincts, lui, il disait non, catégoriquement. C'est la preuve ultime que la volonté seule ne pèse rien quand la blessure profonde n'est pas soignée. La rechute était inévitable. On arrive enfin à la sortie du tunnel, la dernière étape, la vraie solution. La guérison, en fait, ce n'était pas de lutter contre l'addiction, mais de changer radicalement sa façon de voir les choses, de redéfinir ce qu'est la valeur d'une personne.
Le grand déclic, c'est ce passage du paradigme du séducteur à celui du bâtisseur. Dans le premier cas, la valeur dépend des autres, elle est fragile, on n'a pas le contrôle. Dans le deuxième cas, la valeur se base sur ce qu'on construit, ce qu'on apporte au monde. C'est un changement total qui rend l'estime de soi interne, solide, inébranlable. L'auteur nous laisse avec cette question qui fait vraiment réfléchir. Au fond, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Courir après l'approbation des autres, ou bien construire des choses concrètes, apprendre, contribuer, même à petit échelle? Une fois qu'on se pose la question comme ça, la réponse paraît évidente. Ce qui nous amène à cette idée finale qui est peut-être la plus importante de toutes. Et si la vraie valeur, ce n'était pas quelque chose qu'on doit gagner ou prouver aux autres? Et si c'était quelque chose qu'on bâtit patiemment, jour après jour, par nos actions, nos compétences, nos contributions? Une réflexion qui, je l'espère, ouvre de nouvelles portes sur la façon dont on peut tous construire notre propre valeur.